Bonjour à tous et encore bienvenue sur cette page. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant, la gouvernance et le développement en Afrique. Alors, on se rend compte que les richesses naturelles, l'ensemble ou bien la majorité des richesses naturelles se retrouvent dans le continent africain. Mais malheureusement, lorsqu'on se réfère au classement des pays les plus riches, d'après le Gross Domestic Product, on se rend compte que le premier pays africain qui est l'Afrique du Sud arrive en 36e position. Alors, ce qui a un peu attiré notre attention et on s'est posé la question, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cela? En fait, le continent le plus riche a seulement de ces pays arriver en 36e position. Alors, plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. On a des facteurs endogènes, on a des facteurs exogènes. Mais ici, on va plus se concentrer sur un facteur qui est endogène, la gouvernance. Pourquoi la gouvernance? Parce que la gouvernance, à notre avis, c'est un point clé et phare dans la gestion de toute chose, tout bien. Si tu n'as pas de bonnes pratiques de gouvernance, c'est clair que ton pays ne peut pas se développer ou bien ton système ne va pas bien fonctionner ou réussir. Quel est ce pays passé en une génération de la plus grande pauvreté à une richesse illimitée et ostentatoire? Au départ, le Qatar était franchement l'un des pays les plus pauvres de la région et même du monde. C'était un endroit abandonné. Doha était un petit village qui vivait du commerce de la perle. Mais quand les perles artificielles venues d'Asie du Sud-Est sont arrivées sur le marché, ça a créé une énorme crise financière à Doha et même une famine. Le Qatar, dans les années 70, la plupart des bâtiments ne dépassent pas 3-4 étages. Il y a encore beaucoup de maisons en terre crue, en poutres de bois. Donc voilà, c'est une ville très assoupie, en retrait de la modernité, en retrait de la technologie occidentale. Et puis évidemment, tout va changer au début des années 90 avec la découverte du fameux gaz et le début de l'exploitation, de l'exportation de gaz liquéfié. Ils sont passés d'une génération, du chameau, à la Cadillac. Du fait de naître dans une tente, naître ensuite la génération d'après dans des cliniques ou des hôpitaux hyper climatisés, flambant neufs, dignes des standards occidentaux. Doha est la capitale de l'extrême et de l'abondance. Un labyrinthe de tours entremêlées de parkings et de centres commerciaux démesurés à la modernité tapageuse. Alors on ne peut pas parler de gouvernance sans savoir d'abord ce que c'est que la gouvernance. La gouvernance désigne l'ensemble des techniques permettant de disposer et d'entretenir le bien public. Donc ici, le bien public ici peut être considéré comme les ressources naturelles et autres. La bonne gouvernance est liée au processus et résultats politiques et institutionnels nécessaires pour atteindre les objectifs de développement. Maintenant, pour évaluer si un pays est bien gouverné, il y a ce qu'on appelle des indicateurs mondiaux de gouvernance et dans ces indicateurs, ils sont au nombre de 6. Le premier critère, c'est la voix citoyenne et la responsabilité. Il s'agit ici de savoir si les citoyens participent réellement au choix de leurs gouvernants, que ce soit par l'étendue de la liberté d'expression, d'association ou celle des médias. Donc, est-ce que les médias sont libres? Est-ce qu'il y a un vote? Est-ce qu'il y a la liberté d'expression, la liberté de penser? Est-ce qu'on laisse les gens manifester? L'émir Tamim Al-Thani est le monarque absolu d'un pays qu'il dirige d'une main de fer. Depuis le palais du Diwan. Il existe bien depuis peu une assemblée élue, mais au pouvoir purement consultatif. Il n'y a ni parti politique, ni opposition. La chaîne Al Jazeera, connue pour sa libre parole dans le monde arabe, est d'abord ici une chaîne d'État.
Vous avez des intellectuels, vous avez des universitaires, vous avez des journaux et qui écrivent et parfois ils critiquent, par exemple, le fonctionnement d'un tel ministère, le fonctionnement d'un tel service. Mais il y a des lignes rouges, il y a énormément de lignes rouges. Il y a plus de lignes rouges que de lignes vertes. Il ne faudra pas commencer à s'attaquer évidemment à la personne de l'émir. Il ne faudra pas évidemment avoir de discours qui contreviennent aux intérêts diplomatiques du Qatar de manière trop flagrante, mais sur des problématiques un peu sociales, sur des problématiques intérieures, l'éducation par exemple, la politique sociale. On peut comme ça essayer de faire un peu bouger les lignes au sein du Qatar. Donc voilà, c'est un pays despotique. C'est un pays où la population est surveillée, c'est un pays où les services de sécurité ont une très grande importance, mais en même temps, c'est pas l'autocratie intégrale, je dirais, c'est pas la Syrie de Bachar el-Assad, voilà. Comme deuxième critère, on a la stabilité politique et absence de violence. Ici, il est question de savoir s'il y a une perception de la probabilité selon laquelle le gouvernement pourrait être déstabilisé, c'est-à-dire est-ce que le pays est stable, renversé par des moyens inconstitutionnels, soit par la violence, notamment la violence politique ou le terrorisme. On a énormément de coups d'État en Afrique. On a des renversements de pouvoir, on a des guerres, des conflits armés. Et ici, ce point nous concerne énormément. Un régime jamais critiqué. Les Qataris se sentent-ils muselés? Nous avons posé la question à Amina et Ali. Est-ce qu'il y a une opposition politique? Mais pourquoi faire? On voit la richesse de ce pays dans les rues, dans nos maisons. La maison que j'ai, c'est la même maison à peu près, de surface, de le frère de Ali, de mes sœurs, de toute la famille de la quartier. Alors, il n'y a pas de pauvres au Qatar. Non, du coup, il n'y a pas de raison de se révolter, c'est ça ce que vous voulez dire? Bien sûr. On ne paye rien pour la vie, là. On achète des marques, la voiture, et on fait des investissements. Grâce à cet incroyable magot, la famille régnante achète la paix à l'intérieur du pays. Maintenant, comme troisième critère, on a l'efficacité des pouvoirs publics. Pourquoi l'efficacité des pouvoirs publics? Quelle qualité de services publics de fonctionnaires et leur degré d'indépendance vis-à-vis des pressions politiques? On veut savoir réellement quelles sont les qualités des politiques publiques, aussi bien dans leur définition que dans leurs applications, mais aussi la responsabilité effective des gouvernants quant à ces politiques publiques. Donc ici, il est question de savoir s'il y a une certaine dépendance des fonctionnaires par rapport aux pressions qui viennent d'un secteur quelconque, peut-être du secteur privé. Est-ce que le service public offre un service de qualité? Au moment où le Qatar devient incontournable sur la scène internationale, c'est la fin des années 2000, c'est l'époque de la crise financière, et c'est l'époque où et les États occidentaux et les grands groupes, les multinationales occidentales, sont à court de cash. Et c'est à ce moment-là que le Qatar va arriver avec son carnet de chèques et va prendre 2% du capital de telle boîte, 5% du capital de telle autre boîte. Good morning, Your Royal Highness. Very, very glad to welcome you to number 10. Le quatrième critère parle de la qualité de la réglementation, c'est-à-dire la capacité du gouvernement à formuler et à appliquer des politiques et des réglementations adaptées qui favorisent le développement du secteur privé. Ce critère questionne les lois. Est-ce qu'elles sont bien établies et est-ce qu'elles sont appliquées? Parce que ça ne sert à rien d'avoir une loi qui est bien écrite, qui est précise, claire, parce que la loi a aussi son caractère de transparence. Il ne faut pas que on ait l'impression qu'une loi soit uniquement orientée vers une certaine catégorie de la population, mais quand ça concerne d'autres, non, les autres sont favorisés. L'applicabilité aussi de la loi. Les lois du Qatar exigent que les femmes obtiennent l'autorisation d'un tuteur dans certains cas.
Les femmes sont des citoyennes de seconde zone, si on peut dire. C'est-à-dire que pour tous les événements importants de leur vie, aller à l'étranger, étudier à l'étranger, se marier, occuper certains emplois de la fonction publique ou avoir accès à la santé pour des soins reproductifs, elles doivent avoir l'autorisation de leur tuteur. Donc si la femme est célibataire, le tuteur, c'est le père, c'est le frère, le grand-père ou l'oncle. Et si la femme est mariée, c'est son mari. Donc la femme doit avoir l'autorisation d'un homme, de la famille, pour prendre les décisions importantes de sa vie. En cinquième critère, on a l'état de droit. Qu'est-ce qu'ils entendent ici par l'état de droit? C'est dans quelle mesure les citoyens ont-ils confiance dans les règles posées par la société et les respectent-ils? Et en particulier, qualité de contrat social à travers la police et les juridictions, mais aussi le taux de criminalité et la violence. Est-ce que d'abord les citoyens respectent les institutions? Avant même d'abord de savoir s'ils respectent les institutions, est-ce qu'ils ont confiance en ces institutions-là? C'est-à-dire, si j'ai mon cas, et que j'ai mon cas où peut-être j'ai été, on va dire, on m'a volé quelqu'un bien, et je sais qu'il a fait, est-ce qu'en partant, en amenant mon cas à la justice, je vais avoir un résultat ou un jugement équitable? Dans ce qui met aussi en exergue la responsabilité du citoyen, parce qu'on parle de criminalité et de violence. Les citoyens sont devenus des actionnaires et pas vraiment des citoyens qui réclament plus de droits. Ils sont actionnaires dans un pays. Le pays, c'est comme une société. Ils ont des dividendes. Ils sont gagnants finalement. Ils ont tous les avantages. Mais attention, il y a une sorte de contrat social. Vous savez, quand il n'y a pas de partage des pouvoirs, il y a un partage du gâteau. Le gâteau, il est tellement immense au Qatar, puisque le Qatar a le salaire le plus élevé au monde. Et donc finalement, pourquoi s'opposer? Le dernier critère ici fait allusion à la maîtrise de la corruption. Ici, précisément, il est question de savoir si et dans quelle mesure la puissance publique est exercée à des fins privées, en incluant à la fois petites et grandes formes de corruption, de même que la façon dont l'État a été créé, capté par les élites et les intérêts privés. On s'interroge, on se demande, mais est-ce que ces gens-là sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire à la jeunesse, ou bien du fardeau qu'ils sont en train de mettre sur les générations futures? Parce que oui, aujourd'hui, vous allez signer ces marchés, prendre votre quote-part, et après, on va se rendre compte qu'on est en train d'exploiter un gisement de fer et que peut-être le gouvernement prend seulement que 10% des biens qui sortent, ou bien des revenus qui sortent de cette exploitation-là. Est-ce que ce contrat était vraiment un contrat qui aide votre pays à se développer? Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo où on vous a donné là quelques critères d'évaluation de bonne gouvernance d'un pays. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous d'évaluer son pays et d'avoir la réponse, si oui ou non, son pays est bien gouverné. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et partager.